Je vais me présenter, je m'appelle Camille Baudot, je suis directeur des formations d'IFAS au CHU de Brest et à Carhaix. Voilà. Je vais laisser mes collègues se présenter. Alors bonjour, moi c'est Florence Mohan, je suis formatrice à l'IFAS du CHU de Brest depuis 2017. Donc, Cécile Langelet, je suis formatrice infirmière à l'IFAS du CHU de Brest également. Alors c'est moi qui vais commencer à présenter donc, cet atelier qu'on a intitulé Raisonnement clinique et réflexivité, compétences que vous mobilisez dans vos quotidiens professionnels. Avant ça, j'avais j'ai pris une petite anti-sèche parce que voilà, j'ai quand même le stress, mais j'avais des choses importantes à vous dire. Tout d'abord qu'on est très heureux d'être présent aujourd'hui et donc avec mes deux collaboratrices pour d'une part tenter d'animer cet atelier sur le raisonnement clinique et d'autre part d'essayer à notre humble niveau de tirer le métier d'aide-soignant vers le haut. Et pourquoi ? Parce qu'on espère y apporter plus d'attractivité. Donc j'aimerais m'arrêter 2 petites minutes sur cette notion d'attractivité puisque aujourd'hui on est le 11 juin et hier soir à minuit s'arrêtait donc la possibilité de déposer son dossier de candidature pour intégrer un IFAS. Je ne vous apprends pas grand-chose, le bilan d'ambiance n'est pas top. On n'a pas beaucoup de candidatures, un peu mieux que dans d'autres régions, mais cette profession, comme l'autre profession médicale, infirmier, a eu des heures de gloire, et là on est un peu dans le creux de la vague. Alors on ne connaît pas toutes les raisons, nous ce n'est pas notre cœur de métier. Au niveau des tutelles, c'est-à-dire de la région, de l'ARS et au niveau de la DGOS, on nous demande de mettre la main à la pâte pour communiquer sur le métier. Alors on fait à notre niveau ce qu'on peut faire, des journées portes ouvertes, on va dans des lycées, à Carhaix, on va dans des lieux où on peut communiquer sur le métier, mais voilà, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan pour pouvoir justement redonner, rehausser l'attractivité de ce métier. Petite parenthèse justement sur l'attractivité et sur l'image du métier d'aide-soignant. Parce que je pense qu'on peut redessiner ensemble l'image du métier et c'est vous qui avez la clé, et nous aussi, qui avons les clés pour pouvoir espérer que l'attractivité, en tout cas, rentre dans le bon camp. Mes recherches sur le thème du raisonnement clinique et de la réflexivité me l'ont confirmé. En introduction d'un édito de 2016 de la revue Soins S, Madame Choukrala défendait ainsi l'image du métier aide-soignant. L'image de soi professionnelle est la façon dont le soignant se perçoit dans son environnement de travail. Elle s'appuie sur des dimensions comme les compétences, le positionnement dans l'équipe et l'environnement de travail. L'aide-soignant est un maillon central dans la prise en charge pluridisciplinaire de la personne. Les compétences de l'AS ne sont pas suffisamment mises en valeur. Généralement perçue comme étant le garant du bien-être et du confort de la personne soignée, la dimension humaine et la relation de confiance dans le soin, au cœur du métier, demeurent peu valorisées au détriment du soin technique. Il est important que le métier soit reconnu et apprécié à sa juste valeur. La valorisation passe par la reconnaissance, le salaire, la promotion et la communication sur ce métier. Je pense que tant qu'on n'a pas actionné ces leviers, on pourra continuer à aller faire des portes ouvertes, aller à la rencontre d'eux, ça ne marchera pas. Et ça, sachez qu'avec ma casquette de délégué régional, c'est ce qu'on défend avant d'entrer dans le sujet, c'est des conditions de travail de qualité et un salaire ajusté. Je vous invite donc à communiquer sur ce métier et son image. Permettre que les lignes puissent continuer à bouger pour rendre ce métier de nouveau attractif. Tel est notre objectif commun. C'était important qu'on vous dise ça, puisque c'est notre combat de tous les jours. On espère en tout cas avoir pléthore de dossiers, puisqu'on sait que c'est l'effet boule de neige. Plus les gens vont vouloir y aller, plus on va pouvoir retrouver aussi un petit peu d'aération dans les ressources humaines. Alors, je vous propose que l'on mette la focale sur notre région. Ça va être mon introduction. Vous allez voir, il y a pas mal de diapos. Vous inquiétez pas, on va les parcourir très vite. C'est tout simplement pour donner ce bilan d'ambiance, faire une photographie de la région Bretagne. Et vous allez vous retrouver dans les diapos, puisque c'est une analyse qui a été faite en 2022 et qui va mettre en lumière une chose, c'est-à-dire les nombreux départs à la retraite à venir, le manque d'attractivité de l'autre côté,
Alors, je ne suis pas un spécialiste des mathématiques, mais l'addition, elle est assez simple. Moins de soignants, une région avec un vieillissement de la population et une région qui attire une population plus âgée. Donc, vous comprenez bien qu'on va arriver un petit peu au bout du tunnel, c'est-à-dire plus de besoins, plus de patients à prendre en charge, plus d'ouverture sur le domicile et moins de soignants. Je ne sais pas comment répondront les politiques à ce sujet, mais vous avez déjà assez sur les épaules, une charge en soins qui est bien conséquente. Donc je pense que la solution viendra d'ailleurs, mais il était impossible de ne pas vous en parler. Les établissements en difficulté, ça touche tout le national. Vous voyez, en Bretagne, on n'échappe pas à la photographie des besoins, 69%. On va passer rapidement sur la diapo suivante. Les diapos, elles mettent en lumière, vous êtes peut-être des professionnels de la fonction publique ou du privé. Mais en miroir, vous pouvez voir qu'en Bretagne, c'est l'exemple breton, vous avez à peu près 60 000 professionnels qui travaillent dans la santé, dans le médico-social au niveau du public, et près de 50 000 dans le privé. Ça, c'est pour les chiffres. La deuxième diapo, s'il vous plaît. Vous travaillez, que ce soit en privé ou en public, essentiellement dans des établissements et hébergements pour personnes âgées dépendantes. 80% de la prise en charge des patients usagers résidents, c'est des personnes âgées. Patient suivant, j'allais dire. Diapo suivante. Donc là, on est sur la fonction publique. Vous le verrez, c'est à peu près pareil tout à l'heure. Si on devait dire quel est le profil du soignant, c'est plutôt, voire beaucoup plus des femmes, 78%. Une tranche d'âge entre 45 et 55 ans. Surtout entre 30 et 44 ans, mais la focale sera mise sur les 56 ans et plus, 17%. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de départs en retraite, donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut aller un peu plus loin sur la prochaine diapo et regardez, vous êtes le métier le plus concerné. C'est-à-dire que les aides-soignants, on est les plus nombreux, mais on ne parle pas beaucoup. Vous savez, on a aussi l'ADN du soignant, c'est-à-dire qu'on a du mal à manifester, à quitter son poste et tout ça, ce qui fait que les lignes ne bougent pas beaucoup. Pourtant, c'est nous les plus nombreux. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on réussisse à s'organiser pour que nos voix soient entendues. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, c'est les parts dans la fonction publique. Ce qui était intéressant, c'est selon les départements, il y a soit un peu plus dans du sanitaire ou dans les établissements médico-sociaux, un petit peu dans la santé mentale et un petit peu dans la situation de handicap. Voilà, les chiffres, vous les aurez, vous pourrez retrouver ça. On va regarder la diapo suivante. Et là, on va passer effectivement sur le profil également, donc comme pour le public, dans le privé, on retrouve essentiellement des femmes, voilà, titulaires sur les contrats, et plus dans le secteur sanitaire, avec des temps partiels, des temps pleins. Mais c'est la photographie, on va dire, voilà, de l'image du soignant en Bretagne. Près d'un agent sur deux donc, exerce le métier d'AS ou d'IDE. Le poids des agents de bionettoyage est plus faible que dans d'autres régions. Voilà, c'est une petite info. On a la déclinaison des différentes fonctions. Voilà, on a vraiment tous les éléments pour comprendre dans quelle grande piscine on est en Bretagne au niveau du soin et du médico-social. Voilà, c'était important de vous montrer cette diapositive puisqu'elle confirme les challenges qui nous attendent et donc les départs en retraite et la question de l'attractivité. Michael Auger, ce matin, vous a parlé de la définition du métier lié à la réingénierie. J'espère que vous la connaissez par cœur. Il y a une petite interrogation tout à l'heure. On reste dans l'évaluation. C'était notre dernier thème à la Journée nationale d'études du GERACFAS. Bref, 3 missions sont déclinées. Et nous, on va mettre la focale sur la 3e, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Pour cela, je vous laisse avancer la diapo. On va parler du raisonnement clinique et de la réflexivité. On a passé du temps avec Cécile et Florence parce que c'est un sujet que vous connaissez et en même temps qui est complexe. On peut partir sur la planète Mars, sur le raisonnement clinique. Il y a eu plein de penseurs, il y a eu plein de théories. Nous, on est revenus sur Terre et on s'est dit d'abord, c'est l'apprenant qui doit comprendre de quoi on lui parle et en même temps de créer ce trait d'union avec vous les professionnels et nous les formateurs pour que l'apprenant puisse, dans l'acquisition de ses compétences, puisse mobiliser le raisonnement clinique.
Alors, un petit clin d'œil, vous avez depuis 1991 des définitions qui évoluent selon les penseurs, les théories du raisonnement clinique. Donc vous voyez bien que pour en retenir une, c'était un peu compliqué. Eh bien, ce sera la boucle qui sera bouclée. En fin de cet atelier, on vous donnera la définition du raisonnement clinique et plus précisément du raisonnement clinique aide-soignant. Voilà, j'espère que ça vous a mis en appétit. Je vais laisser Florence et Cécile vous présenter plus concrètement donc, ce raisonnement clinique et comment on le partage en IFAS. Bien entendu, on fera des allers-retours avec vous, n'hésitez pas, on est là pour échanger, on va vous mettre en équipe, on va recueillir aussi toutes vos idées. Et le but, c'est aussi que vous puissiez, dans ce moment postprandial, ne pas vous laisser, on ne va pas vous laisser faire tomber vos paupières. Voilà, merci. Je vous passe le micro. Non, c'est bon, vous avez. Donc moi, je ferai le médiateur et le gardien du temps. Hein. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous demander de participer et puis donc de faire appel à votre mémoire et de nous donner 2 mots qui évoquent pour vous le raisonnement clinique. Alors pour ça, on va vous demander de vous connecter. Ah, je suis pas assez... Je suis pas experte encore. On va vous demander de sortir vos portables. Alors, on va vous demander de vous connecter à WooClap. Alors, pourquoi WooClap? C'est un outil qu'on utilise beaucoup, nous, un nouvel outil pédagogique auprès de nos élèves qui ont souvent le portable à la main. Et donc, ça va vous permettre de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas également. Vous connaissez WooClap ou... Ouais, c'est une méthode. Voilà, alors, vous pouvez soit scanner le QR code. Si vous n'arrivez pas sur le site de WooClap en scannant le QR code, vous pouvez directement aller sur le site wooclap.com et vous rentrez le code de l'événement donc, qui se trouve à gauche, enfin sur votre droite, le IPMGJY. Allez, on vous laisse 2-3 minutes pour... Et donc là, vous pouvez donner un premier mot qui évoque pour vous le raisonnement clinique, vous le validez, et puis si vous en avez un deuxième, pareil, vous l'écrivez et vous le validez. Ça fonctionne. En haut, vous retrouvez le code sans problème sur WooClap. Vous voulez le QR code? N'hésitez pas à vous lever si jamais vous ne le captez pas. Il y a l'air d'avoir une meilleure connexion que tout à l'heure, donc ça apparaît plus vite là. C'est bien. Tout à fait. Vous êtes arrivé sur la question déjà? Quand vous rentrerez vos réponses, l'idée c'est de mettre un mot-clé et de le valider. Vous pouvez en mettre un deuxième après, mais un seul. Si vous voulez marquer projet de soins, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Il faudra choisir entre projet ou soin. Ça capte sans capter. Bon, on va essayer d'avoir quand même un maximum de données. Alors, je me permets de passer... Comme ça, certains vont pouvoir commencer à répondre à la question et les autres pourront se connecter éventuellement sur WooClap si le QR code ne fonctionne pas. Vous retrouvez le code à rentrer une fois sur WooClap en haut à droite. Voilà. Ouais. Donc là, vous êtes 21, vous êtes connectés déjà. Est-ce qu'on s'arrête là ou... Oui, certains... Non, ça monte encore. Alors, l'avantage de WooClap, en plus d'être ludique et de former un nuage de mots qui est très coloré et très joli, l'idée c'est de mettre en évidence le mot qui revient le plus, puisqu'il est écrit, vous voyez, au centre de l'image en plus gros. On a 30 participants. Je pense que c'est pas mal. Je vous laisse commenter un petit peu rapidement, Florence. Et puis, alors, ça bouge encore. 34. Vous êtes plus nombreux que ce matin. Non, ils mettent plusieurs mots. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va en tout. Bon, moi, quand vous aurez passé la journée, vous pourrez dire j'ai utilisé WooClap. C'est bon. Ouais. Ça, c'est fait. Alors, si on s'arrête là, si on fait le focus sur les quelques mots qui ont été mis, qui ont été notés plusieurs fois, on a ce qui revient, c'est la réflexion, le questionnement, la démarche, les liens, l'observation. On a pas mal aussi d'interdisciplinarité. Réflexivité aussi. Observation, réflexivité, professionnalisation, individualité. On l'a plusieurs fois, individuel, individualité. Démarche de soins, individualisation. Donc ça, c'est
c'est intéressant parce que c'est des mots qu'on va évoquer tout au long de notre atelier en tout cas. Et gardez ça en tête et puis peut-être qu'à la fin de notre atelier, vous aurez une toute autre définition, une toute autre approche en tout cas du raisonnement clinique. Est-ce que on vous laisse faire peut-être une photo, un focus sur ça ou on passe à la suite ? En tout cas, tout est bon et comme a dit Cécile, on va retrouver en entonnoir effectivement tous les mots qui ont été dits et vous allez voir que tout est en résonance avec le raisonnement clinique. Donc, que des bonnes réponses pour commencer, c'est très bien. On attaque sur la suite parce que, comme je vous ai dit, le chronomètre tourne. Alors, c'est à vous, Florence. Nous avons décidé de vous présenter le raisonnement clinique de la même manière que nous le présentons à nos élèves, notamment sur le module 1, qui est le premier module de formation avant de partir en stage. Ils partent avec le module 1, donc accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne, et le module 8, en tout cas à l'IFAS du CHU de Brest, c'est ce que nous avons décidé de faire, qui est le module hygiène. Donc ils partent avec ces bagages-là sur le premier stage. Le raisonnement clinique, ça correspond à 17 heures de cours magistraux, de TD surtout, essentiellement des travaux dirigés. Et nous y invitons tous les élèves. Alors depuis l'année dernière, nous avons la chance d'avoir la possibilité de mettre en place des API, accompagnement pédagogique individualisé, complémentaire, ce qui nous permet de faire venir nos élèves en formation passerelle sur ces cours-là. Et auparavant, ces élèves-là avaient le raisonnement clinique en accéléré sur 4 heures. Maintenant, on les fait venir, même s'ils ne font pas le module 1, sur ces temps-là. Alors, ça se présente sous forme de 7 temps que nous allons vous exposer et vous allez participer de manière interactive avec nous, comme si vous étiez nos élèves à l'IFAS. Alors, le premier temps, voilà 3 images que nous projetons aux élèves. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que cela vous évoque? Je vais venir à votre rencontre, comme ça va faire bouger l'Assemblée. Alors, est-ce que vous avez une réaction sur la première image? Oh non, il ne va pas venir vers qu'est-ce que ça représente? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot? On est ensemble. Une soignante de l'époque. Alors, elle est bien de l'époque, elle. Hein, voilà. Effectivement, c'est... L'hygiène buccale. L'hygiène buccale, oui. Puisque la fleur est fanée devant sa bouche, non? Tout à fait, bien vu. Sens de l'observation. Alors, c'est une femme préhistorique. Donc, la femme préhistorique, à l'époque, elle était plus centrée sur les soins auprès de la personne, sur la cueillette, alors que l'homme allait chasser le gibier. Voilà, donc la place de la femme dans les soins. Ensuite, la deuxième image, ça représente plus une sorcière, puisque l'infirmière, puisque là, on est bien sur l'évolution de la profession infirmière, puisque la profession d'aide-soignante découle de celle-ci. Les sorcières, à l'époque, faisaient peur parce qu'elles avaient comme un 6e sens, elles utilisaient les plantes pour soigner les personnes, etc. C'était mystique. C'est un peu la sorcière dans Les Visiteurs qui renvoie, c'est ça. Je ne sais plus lequel, dans les couloirs du temps. Exactement. Quelle culture, merci Cécile de souligner cette remarque. Ça parle à tout le monde. La dernière image, donc la bonne sœur, la religieuse, qui, grâce à la vocation qu'elle a eue par la divinité, de devenir soignante et de s'occuper des malades. Voilà, donc l'idée, c'est de faire ressortir que le métier d'aide-soignant, il vient de la profession infirmière qui a évolué au fil des temps. Là, c'est de l'évolution des certifications AS. Donc, vous voyez, en 1949, on parle de grade d'aide-soignante. Et c'était notamment les aides-soignantes qui n'avaient pas eu leur diplôme d'infirmière. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, petit à petit, vous voyez, en 1996, diplôme professionnel d'aide-soignant. En 2005, on parle d'un DE, diplôme d'État, avec un nouveau référentiel que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler ce matin avec monsieur Michael Auger. Un nouveau référentiel en 2021 qui ouvre sur des nouvelles compétences. Ça parle à des plus anciennes peut-être, les diplômes 2005. Et puis, vous étiez dans quel diplôme? 82. D'accord, ok. Travail autorisé auprès des personnes âgées. Cette année-là a été décisive pour ça. Bon, bah, c'est bien, c'est une bonne représentativité. Ça évolue, on espère effectivement un rôle propre un jour. Hein. On avance tout doucement vers voilà, cette cible-là, mais on a déjà une belle avancée avec la réingénierie de formation. Je vous laisse continuer, Florence.
Alors, là, c'est plutôt interactif. Donc, nous vous proposons de vous mettre de former des équipes de 4, alors auprès des personnes au plus simples qui sont proches de vous, et de réfléchir à des valeurs, des qualités qui vous semblent essentielles en tant que soignant, puisque c'est la base, le socle des soignants, des infirmiers, des aides-soignants. Voilà, ce qui vous semble nécessaire pour devenir un bon aide-soignant. J'aime pas dire ça, mais voilà. Quelles sont les valeurs, les qualités qui sont importantes pour vous dans ce métier? Alors, vous pouvez réfléchir. Alors après, oui, vous pouvez vous rapprocher, hein, vous êtes à 2, c'est des teams de 4, des pairs. C'est des équipes de 4. Toujours. Ah, vous n'avez pas l'habitude, c'est pour ça. Ouais, j'ai fait un long métrage qui est passé au cinéma il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais. C'est vrai en plus. Non, je parlais de mon succès. Je suis passée à Cannes le présenter. C'était quoi le film? Eh bien, figure-toi que comme ils ont changé de titre au dernier moment, j'ai oublié, mais c'est un film de Virginie Fira qu'elle a tourné à Brest il y a 3 ans. Et maintenant, tous les week-ends, je fais ça. Au niveau du film, d'accord. Ah mince, ok, pardon. Ok, ça marche. Je bouge plus. À gauche du... En fait, derrière le pupitre, c'est super. Ah, c'est bien, c'est mieux. Ah, c'est là. Et pas trop bouger. C'est moi qu'on a vu depuis tout à l'heure. Ouais, Ouais. c'est ça, pas trop bouger parce que mes caméras, je suis tout le temps en train de les faire bouger et c'est pas évident. Ah ouais, il faut pas trop bouger. Ok. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as l'habitude, Florence. J'ai monté le micro, mais... Mais elles sont sur rail d'habitude. Travelling. Eh bien, allez-y, vous pouvez passer dans les groupes avec votre micro. Alors, je peux passer dans les groupes avec mon micro, me dit Florence. Eh bien, c'est parti. Allez, hop, j'ai dit que je commençais par le fond. Je tiens mes promesses. Allez, je vous laisse passer le micro. Florence va animer les échanges. Et on a notre scribe, Cécile. Une belle écriture hein, pour mettre en lumière ces belles valeurs. L'interaction pluridisciplinaire. On parlait de respect, de bienveillance. D'accord, respect, bienveillance. Empathie, nous. Tu veux que je note avec toi? Bienveillance, empathie. D'accord. Disponible, Disponibilité, adaptabilité aussi. adaptabilité, L'écoute, l'écoute, d'accord. D'accord, l'organisation. D'accord, donc le relationnel. La rigueur. La patience. L'humanisme, c'est ça? La dignité, Dignité, non-jugement et confiance. non-jugement, confiance. Donc, ce sont effectivement des notions que nous allons aborder durant l'année de formation. Les interactions pluridisciplinaires, elles seront davantage centrées sur le module 10. L'équipe, comment je me situe dans une équipe pluridisciplinaire. Tout ce qui est respect, bienveillance, empathie, disponibilité, tout ça, ça va être travaillé dans le module 6, qui est plutôt sur le relationnel, avec des TD, notamment sur l'écoute, vous en parlez après. L'adaptabilité, donc ça va être en fonction des TD sur les soins d'hygiène qu'on propose, et qu'est-ce que je fais si la personne est malentendante, et qu'est-ce que je fais si la personne a des troubles cognitifs, etc. Donc effectivement, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous et que nous essayons de semer des graines auprès de nos élèves pour que ça puisse germer à un moment donné dans leur esprit. J'aurais rajouté l'humour et l'autodérision aussi.
Mais on va le rajouter, c'est Ah très bien. oui, c'est important ça. Tout à fait, c'est une manière de rentrer aux communications. Alors, Ouais. j'en profite avant de passer à la prochaine. On revient sur les valeurs, puisque voilà, c'est légitime des fois d'être un peu perdu dans voilà, la charge en soins, des fois des apprenants, on en parlera tout à l'heure, qui sont aussi des nouveaux profils qui peuvent vous mettre des fois en difficulté. Une équipe avec quelques absences, et puis on n'a pas été formé au tutorat, on ne sait plus trop, il y a une réingénierie de formation. Eh bien, pour garder notre boussole, eh bien, ce sont nos valeurs qui nous raccrochent et qui font qu'on trouve cette petite énergie et qui permettent de s'aligner avec les infirmiers, avec nous les formateurs, et puis des fois de recentrer l'apprenant, puisqu'on a aussi des profils qui rentrent en formation et qui n'ont jamais mis le pied dans un hôpital, dans un établissement médico-social. Et voilà, ils arrivent là, ils avaient une image du métier, mais je pense qu'on arrive à traverser et à monter en compétence si déjà on part sur des valeurs communes. Il y en a des multiples, mais je pense qu'il est essentiel de faire un petit peu ce contrat de confiance dans l'apprentissage, et on passe par là. Voilà, je vous laisse continuer, Florence. Tout à fait. Donc focus sur la collaboration infirmière-AS qui monte en puissance notamment avec les 12 heures qui sont de plus en plus présentes dans les services, avec la formation du binôme infirmier-AS. Également avec les nouvelles compétences des aides-soignantes qui étaient jusqu'à présent plutôt encadrées par des infirmières, notamment sur la glycémie capillaire, ce genre de choses, le temps que les aides-soignantes fassent une formation pour mettre à jour leurs connaissances. Voilà. Alors, je passe le micro à Cécile. Alors, dans le temps 2 du raisonnement clinique que l'on va apprendre à nos élèves, ça passe par le travail sur l'élaboration d'hypothèses. Alors, dans un premier temps, on les amène à travailler sur des situations hors soins, donc hors contexte. Par exemple, on pourrait prendre une situation de tous les jours, vous arrivez en retard, quelqu'un est arrivé en retard dans cette salle, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc là, hop, dans votre tête, se met en place plein d'hypothèses, on peut tout imaginer. Et puis après, donc ça c'est un constat hors soins, et on va les amener plus loin à émettre des hypothèses en soins, donc après avoir eu quelques apports, d'abord théoriques, et puis voilà. Donc là, on va vous demander de vous remettre en équipe, de participer donc en petits groupes comme tout à l'heure, et de réfléchir, alors d'émettre des hypothèses sur, je vais vous donner juste une indication. Vous entrez dans la chambre d'un patient qui se plaint de douleurs abdominales. À quoi pensez-vous? Quelles hypothèses vous pouvez émettre? Et après, on passera à la phase questionnement par la suite. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça vous évoque? On vous laisse réfléchir entre vous à cette question. On vous laisse 2 minutes. Et vous pensiez pas participer autant, c'est ça? Ah, c'est le moment sportif de la journée, profitez-en. Ça là, si vous avez mangé trop de petits desserts. Sur la bonne voie. Alors, n'hésitez pas à élaborer plusieurs hypothèses sur ces douleurs abdos. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Aller chercher dans le champ des possibles. Allez, on se lance, Florence, on va aller recueillir un petit peu toutes ces hypothèses sur la douleur abdominale. Qui se lance? Nous, on
avait dit constipation. Voilà. C'est... Constipation, Ouais, tout de ok. Ah ouais, on a mis plein de choses. Anxiété, échelle de la douleur. Ok, donc alimentation. Intoxication alimentaire. Est-ce que vous voyez d'autres choses en lien avec l'alimentation qui pourraient provoquer des douleurs abdominales? Intolérance. Ouais. Une intolérance alimentaire. Il a faim. Ouais. Effet indésirable des traitements. C'est ça. Ah ouais. Non prise du traitement. On avait mis transmission aussi. Mais c'était, enfin, à quoi pensez-vous d'aller lire les transmissions des jours Ah, c'est encore autre précédents. chose là. Mais Vous allez un peu trop loin. On va trop pour loin. l'instant. C'est pas Un peu trop l'exercice. vite. Ouais, on s'est Ça va trompé. venir. On s'est trompé. Il faut, vous êtes en posture d'élève aide-soignant, hein, donc c'est crescendo. Hein. Donc voilà. Non mais si, c'est bien, vous avez trouvé plein de choses déjà. Alors, ok, est-ce qu'il y a eu des urines? Ah oui. Qu'est-ce que problème urinaire on avait? Ouais. Est-ce qu'il a uriné? Oui, parce qu'en fait, le globe urinaire, c'est une... trop loin. Alors vous aurez le droit de poser toutes les questions. Globe urinaire, tu peux mettre. Ah mais là. Globe vésical. Est-ce que derrière là, infection urinaire, vous aviez mis d'autres choses? Grossesse. Tout à fait. On avait pensé aussi, mais c'est écrit impatient. Ah ouais. Non mais vous savez pas encore quel est le profil de notre patient ou notre patiente. Les règles douloureuses, oui. Tout à fait. Le stress. Ah, c'est l'anxiété. Ouais. Alors angoisse, stress. La sortie qui peut inquiéter aussi. Ouais. Maladie viscérale, comme cholécystite, appendicite. D'accord. Pathologie viscérale. Une occlusion. Occlusion intestinale. Maladie de Crohn. Ouais. Occlusion intestinale, Crohn. Qu'est-ce que je dis? Appendicite. Et on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal et parce que la réponse, vous l'avez trouvée. Et maintenant, il reste plus qu'à l'identifier. On va passer au questionnement alors. Qu'est-ce que maintenant que vous avez émis toutes ces hypothèses-là, par quel cheminement et comment ces hypothèses vous sont-elles venues? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir émettre toutes ces hypothèses? Quel processus? Le questionnement? Alors, quel processus, c'est ça, on a mis en place pour arriver à ces hypothèses? L'observation, tout à fait. Le questionnement. L'expérience pluridisciplinaire. L'expérience. Oui, c'est intéressant. Avec quoi? Vous avez fait du lien avec quoi? Avec vos connaissances. Vos connaissances théoriques. D'accord, votre expérience. Vous avez remémoré peut-être des situations que vous avez déjà rencontrées? Dites oui. Merci. Le vécu aussi. Donc ok. Alors maintenant, vous allez. Donc nous, on a la réponse sous les yeux. On sait ce que notre patient a, et vous allez nous poser des questions pour trouver l'hypothèse, vraiment le réel, la réelle cause de ces douleurs abdominales. Vas-y, je te laisse. Non. 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 Il y a 4 jours. Transit régulier. Alors, c'est moi la patiente. Depuis ce matin. C'est depuis ce matin. Et vous voulez une échelle de la douleur? C'était l'une des questions. 5 sur 10. Depuis quand?
Depuis 4 Êtes-vous jours. dans le service? Pour quel motif? Fracture du tibia suite à une chute lors d'un match de foot. 30. Quel âge il est? 35 ans. On les a pas et c'est on pas s'est nécessaire pour focalisé trouver sur la cause. Il n'y a pas eu de chirurgie. Alors, c'est marrant, on nous a posé la même question ce matin. Ouais. Oui. Oui, on avait mis que oui. Contact téléphonique et visite quotidienne. Ouais, alors, est-ce que vous... Peut-être, mais on voit que le questionnement... Et c'est bien d'aller plus loin, mais effectivement. Et du coup, ça vous fait penser à quoi? Bravo. Vous avez été trop bon, il fallait qu'on... Mais le questionnement était là. Donc, bravo. Vous avez utilisé la méthode, peut-être sans le savoir, inductivo-hypothético-déductive. Donc, il fait appel aux indices. C'est des mots savants, mais voilà, aux indices. Donc, vous avez récolté des indices, vous avez émis des hypothèses, et puis vous en avez fait une déduction, voilà, qui était la constipation. Je rebondis juste là-dessus, Cécile, c'est important parce que vous voyez, si on arrive avec l'apprenant et qu'on lance le raisonnement clinique en utilisant des mots et un jargon un peu savant et complexe qui évolue de jour en jour, on le perd tout de suite. Hein. Donc l'exercice qu'on vous a fait faire, c'est pour commencer à ouvrir des portes dans le cerveau de l'apprenant et qui va muscler tout au long de sa formation et même après, vous le faites maintenant naturellement, pour rentrer dans le raisonnement clinique. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'était l'idée de ce petit exercice, c'est voilà comment ça se passe pour justement ouvrir sur cette compétence et du raisonnement clinique qui est en miroir avec les 11 compétences que vous a présentées Michael Auger ce matin. Je vous laisse continuer. Pour prendre la suite, en fait, c'est la méthode utilisée, c'est la méthode didactique. Donc il y a plusieurs méthodes et concepts. Nous, on se base sur 2 concepts, la méthode didactique et la méthode conceptuelle. La méthode didactique donc, de Thérèse Psiuk et de Josette Jousset-Fougeray, en fait, elle se base, c'est se baser sur des faits concrets, sur tout un faisceau d'indices pour en arriver à des hypothèses. Donc nous, on parle du raisonnement clinique, et en fait, le raisonnement clinique, c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce qui vous a amené, en fait, et qu'est-ce que vous avez mobilisé pour arriver à toutes ces hypothèses, sachant qu'on vous a seulement dit douleur abdominale. Et en fait, moi, je voulais vous amener à ça, c'est que le raisonnement, c'est déjà faire appel à la remémorisation. Donc, c'est clairement une situation que vous avez déjà pu vivre. Un patient avec une douleur abdo, vous en avez certainement croisé des dizaines. Et les habitudes. Après, on fait appel aux habitudes du service. Quels sont les protocoles qu'on met en place quand on a quelqu'un qui a des douleurs abdominales? On fait un travail d'enquête. Donc, c'est tout ce qui est questionnement. Et puis, donc après, ça, c'est très personnel, mais on peut faire appel à sa créativité. Donc, on met en place un processus cognitif qui est propre à notre pensée. Donc, et dans le soin plus particulièrement, donc vous, en tant que soignant, vous avez de l'expérience, donc c'est ce genre de choses, vous le manipulez assez facilement. Mais plus particulièrement, vous allez utiliser donc, des processus cognitifs de votre pensée qui sont, je le rappelle, plus axés sur le soin, donc le questionnement, l'observation. Quand vous arrivez dans une chambre, déjà, il y a tout un faisceau d'éléments que vous allez repérer en plus de votre patient, en tout cas tout son environnement. Et puis, donc, il y a l'intuition soignante. Il y a la perception, qu'est-ce que vous allez percevoir, on peut parler de l'odorat, de quelque chose que vous allez ressentir, et là vous êtes bien, ça me fait penser à quelque chose, etc. Donc, et il y a aussi donc, l'induction, j'ai plein d'éléments, et je vais en arriver à quelque chose, à une hypothèse beaucoup plus concrète. Et à contrario, donc, c'est ce qu'on appelle la déduction. Donc j'ai un seul élément, une seule hypothèse, et puis je vais élargir pour arriver et pour émettre un jugement clinique et participer au diagnostic infirmier. Voilà. Je te laisse continuer, donc le Florence. temps 1, c'était l'histoire de la profession infirmière. Le temps 2, l'élaboration des hypothèses. Les différents outils à l'IFAS, ça appartient au temps 4. Le temps 3, on y reviendra tout à l'heure.
Le temps 4, c'est le travail sur le recueil de données. Donc on présente aux élèves la trame que vous voyez là. Donc il y a un recto, un verso. C'est pour aider les élèves à chercher des informations pertinentes dans le dossier du patient, auprès de la famille, de l'équipe et du dossier. Donc voilà, ils partent avec ça. On travaille sur un cas concret. Ils doivent prélever les informations qui leur semblent essentielles pour les mettre au bon endroit dans le tableau. Ensuite, ils partent également avec des cibles du CHU, catégorisées, alimentation, élimination, etc. Et ils ont les cibles à côté. Donc vous voyez, ils partent avec quand même plein de choses en stage. On les aide, et pas qu'un peu. On leur parle évidemment du tableau CDAR, le tableau des cibles. L'idée, donc, c'est d'identifier un problème ou un risque. On évoque aussi différents outils comme Virginie Anderson, avec ses 14 besoins. Le trifocal. Le trifocal, je vous rappelle, c'est trouver des cibles en lien avec la pathologie, les risques ou les réactions humaines. Donc, on présente plein d'outils et après, à eux de chercher celui qui leur parle le plus, quoi. Les données, elles sont classées depuis plusieurs années. On leur demande de les classer, vous voyez en dessous, en cause des difficultés, en lien avec quoi c'est la cible. Les difficultés, quels sont les signes, comment ça se manifeste. Et enfin, les ressources, qu'est-ce qui est aidant? Le patient, les traitements, le matériel, etc. Ça permet de faire du lien, parce qu'en fait, le fait de ne pas découper les données, on se rend compte que les élèves, ils font des liens qui ne sont pas cohérents, ils ne comprennent pas les choses. Donc là, ça permet de mieux identifier chaque chose. Enfin, les actions. Alors, dans un premier temps, en début de formation, ça va être des actions un peu imaginées. Voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait, par exemple, en cas de constipation. Les actions, ça va être peut-être proposer un massage abdominal, etc. Et après, progressivement, on arrivera vers le module 9, les transmissions, avec donc le tableau de cible également. Et par contre, les actions qui seront notées, ce seront uniquement les actions qui seront faites par l'aide-soignant. Et enfin, le résultat, donc le résultat des actions. Là, on leur laisse un peu plus de temps. On en parle simplement à la moitié de formation, pas avant. Pour l'instant, on reste que sur le CDA. Est-ce que vous avez déjà vu ces outils? Ça vous parle, le recueil de données, le tableau CDAR? On parle aussi des fois de modèles trifocales cliniques. Bon, on y reviendra après, mais... Voilà. Souvent, les élèves partent avec une trame de recueil de données. Après, en fonction des établissements, des IFAS, c'est pas les mêmes grilles que nous. Nous, elle est très complète, on va dire très chargée, mais c'est aussi parce que ça nous semble très important d'aller chercher ces informations-là. On fait du lien aussi avec le fait que parfois, ils ont un coup de fil quand ils sont professionnels dans les services. Un médecin, le secrétariat qui appelle, quelle est la mutuelle de la personne? Il faut qu'ils sachent où aller chercher l'information. Voilà. Vu que vous parlez de téléphone, Florence, je tiens à vous rappeler aux professionnels de terrain que vous êtes que vous avez, je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues, un forfait illimité avec les IFAS. C'est-à-dire que si vous avez besoin de nous joindre, vous pouvez. On peut se déplacer, on vient dans les encadrements cliniques, mais bien entendu, vous avez le droit d'avoir un doute, de savoir plus trop exactement qu'est-ce qui est dit dans la cible ou dans la donnée de manière académique. On ne vous en voudra jamais de nous appeler 1, 2 fois, 3 fois. On répétera et on peut se déplacer. C'est aussi l'idée du message d'aujourd'hui. Et par effet ricochet, n'hésitez pas à le transmettre à vos collègues. Vous n'êtes pas seul. C'est ça. Et les outils sont partagés. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de le faire des photocopies au terrain de stage en allant rencontrer les tuteurs parce que justement, ils trouvaient ça super. Ils les avaient pas ou les élèves les gardaient avec eux. Et donc, évidemment, on les partage, quoi. Alors, maintenant, nous allons faire le lien avec vous. Qu'est-ce qui semble pertinent? Comment accompagner au mieux l'élève aide-soignant quand il est en stage? Donc, on revient sur le temps 3 de notre raisonnement clinique à nous, qui est donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure avec Cécile, je ne reviens pas dessus. Ici, ce sont des vidéos. Alors, comme on est un peu limite au niveau temps, je vais vous les expliquer, mais voilà, il y a 2 vidéos qui sont présentées aux élèves aides-soignants. La première, un aide-soignant qui rentre dans une chambre pour déposer une carafe d'eau avec des acteurs, des formateurs de l'IFAS, évidemment. Donc, un aide-soignant qui rentre, qui voit le patient dans le lit, et en fait, le patient a les joues rouges. C'est une patiente d'ailleurs. Donc, il arrive, et il va simplement lui dire vous avez l'air d'avoir chaud. Il va ouvrir la fenêtre, puis il va sortir de la chambre. Voilà. Donc là, on est sur du bas raisonnement clinique. Voilà, action, réaction. On appelle ça aussi le processus non analytique.
Deuxième vidéo qu'on passe aux élèves, le soignant rentre, même situation, la personne a la joue rouge et là il la questionne. Il lui demande comment elle se sent, elle lui explique qu'elle frissonne, il lui demande également si elle a des douleurs quelque part, elle lui parle de douleurs mictionnelles, elle explique qu'elle n'arrête pas d'aller aux toilettes depuis ce matin, que ça lui fait un mal de chien quand elle va uriner, etc. Donc en posant des questions, en observant davantage, l'aide-soignant va avoir le réflexe d'aller prendre la température de la personne et lui demander de l'appeler à la prochaine miction afin de faire une bandette urinaire. Donc nous, c'est ça ce qu'on amène, on voudrait amener nos élèves aides-soignants vers ça. Alors vous imaginez bien qu'en début de formation, on leur montre la finalité, ce qu'on aimerait, mais effectivement, sur le premier stage, ils ne vont pas réussir à mettre tout ça en place. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Donc l'idée, c'est en tant que professionnel, c'est un exercice assez compliqué, mais qui se travaille. C'est d'expliciter, verbaliser tout ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes face à une situation, à un patient qui présente par exemple des joues rouges, à quoi je vais penser, etc. Donc là, c'est l'exercice qu'on va vous demander de faire maintenant. C'est de vous retrouver en équipe comme tout à l'heure, 3, 4 personnes, et de réfléchir à une situation que vous rencontrez au quotidien au travail, et que vous allez expliciter pour l'élève. Donc vous voyez un peu l'idée ? Donc vous arrivez dans une chambre, il y a quelque chose qui vous interpelle. Par exemple, tout à l'heure, on a eu l'exemple, c'était un patient en psychiatrie n'est pas à table à midi. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir dans sa chambre pour voir s'il va bien, je regarde s'il a pris son traitement ce matin, je me renseigne auprès de mes collègues pour savoir si quelqu'un l'a vu, je regarde dans le dossier pour voir s'il y a un risque suicidaire. Vous voyez ? Tout ça. Plutôt que l'élève qui vous suit et qui ne sait pas du tout où vous voulez en venir, qui vous regarder quelque chose dans le dossier du patient mais il ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est verbaliser tout ça. Donc voilà, nous c'est un vous peu laissons, ce compagnonnage de l'apprenant quand vous êtes avec lui pour qu'il comprenne un petit peu toutes les actions que vous faites, comment vous pouvez nous les verbaliser pour qu'ensuite nous on fasse le lien avec justement le raisonnement clinique. Donc en équipe de 4, c'est voilà, ça, et puis on 3, laissera exposer les volontaires ouais. pour qu'on puisse rebondir après sur ce petit exemple. À vos méninges. C'est parti.
Une minute encore. Tic, tic, tac, le temps passe. On va devoir vous casser en pleine réflexion. C'est bien, vous êtes à fond dedans, vous m'écoutez plus du tout, c'est que ça... Ça cogite. Ça cogite. Qui veut bien partager Allez, quel groupe veut bien partager avec nous Je vous passe le micro, qui veut bien commencer. 3, 2, 1, 0, on reprend ensemble, on vous écoute. Alors, on rentre dans une chambre et le monsieur tousse. Ou la personne tousse. Le patient, pardon. Alors, déjà, on va lui demander si ça fait longtemps que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il vient de manger ou de boire? Qu'est-ce que vous avez en tête? Une fausse route? Ouais, mais notre élève, il ne le sait pas, ça, puisqu'il n'a pas de connaissances. Ok, ouais. Donc effectivement, c'est tout ça qu'il faut expliciter. Je vais lui demander si c'est à distance des repas, parce que moi j'ai en tête que ça peut être une obstruction des voies aériennes, on parle bien, supérieure, partielle. Allez-y, je vous laisse continuer. On va dans les actions. Ouais. On va pouvoir lui présenter un crachoir déjà, savoir s'il y a des crachats, de l'air, ou l'installer en demi-assis ou au fauteuil. Pourquoi? Pour qu'il soit plus droit pour pouvoir expectorer. Ouais. On va prendre la température du monsieur pour voir s'il chauffe ou pas. Parce que vous pensez à quoi? Une pneumopathie d'inhalation. Une pneumopathie d'inhalation, d'accord. S'il a eu des visites. Ouais. Quelqu'un de proche qui était déjà malade ou qui toussait. Tout à fait. Pensez à quoi? Covid. Au Covid, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? C'était tout. Et on prévient évidemment notre collègue infirmière. Très bien. Traçabilité, transmission à l'équipe, impeccable. Merci beaucoup. Vous avez réussi l'exercice, bravo. Alors, est-ce que d'autres groupes veulent partager On avait la même. On était sur la même situation. Oh. Allons-y. Donc nous, on a abordé un patient qui n'a pas mangé le midi. Donc l'aide-soignante arrive dans la chambre, voit que son plateau est complet. Donc on s'interroge pourquoi il n'a pas mangé. Est-ce que c'est parce qu'il a de la viande rouge et qu'il n'aime pas la viande rouge? Est-ce qu'il a de l'angoisse par rapport à un examen médical qui va arriver? Est-ce que c'était pas chaud, c'était pas à température, donc lui, ça lui convient pas? Est-ce qu'il avait prévu un bon goûter après, donc il se réservait? La texture. Est-ce qu'il avait vu la diététicienne par rapport à ses non-goûts ou d'autres choses? Est-ce qu'il a un régime alimentaire par rapport à un examen qui va suivre? Donc on va rechercher dans le dossier, on va expliquer pourquoi. Est-ce qu'il avait un plâtre ou quoi que ce soit, donc il ne pouvait pas du tout couper ses aliments? Est-ce qu'il était mal installé pour manger? Donc on essaye de regarder tout ça pour comprendre pourquoi il n'avait pas mangé et expliquer quelle action il faut qu'on mette en place pour, quand on sert un patient pour un repas. Parfait. Merci Super, beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez compris l'exercice. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc là, je ne reviens pas dessus, c'est le bas et le haut, le raisonnement clinique. Donc c'est ce que vous venez de mettre en place, le haut raisonnement clinique. Je me questionne, j'explicite auprès de l'élève toutes les actions que je fais, je mets du sens sur ce que je fais, parce que ça, c'est vraiment l'idée. Moi, en tout cas, mon objectif à l'IFAS, c'est ça. Nous avons des élèves qui ont plus ou moins d'expérience, mais l'idée, c'est de passer un an en formation avec nous et de savoir pourquoi ils font les choses. Ils ne le font plus par mimétisme. En tout cas, ils vont apprendre à se détacher de ça et ils mettent du sens sur ce qu'ils font. Pourquoi je fais ça? Alors vous voyez, je rebondis sur la diapo, parce que si vous voyez l'apprenant
et vous lui dites, vous étiez en processus non analytique, vous étiez en pattern recognition, là, vous regardez un peu bizarre. Hein. Donc nous, on traduit ça, on vous les a mis là, puisqu'il y a des auteurs, il y a des référents, mais tout notre travail, et c'est beaucoup de temps passé par les équipes pédagogiques, c'est d'arriver à traduire pour qu'on soit à la hauteur et en alignement avec l'apprenant. Sinon, on part sur la planète Mars, et là, on les a perdus d'avance. Hein. Donc on sait que c'est ça qui leur parle, et c'est tout l'exercice que vous faites, c'est aussi mettre des mots, transmettre. Vous l'avez dit, les transmissions, la traçabilité, plus ils vont les entendre, plus ils vont les engrammer et plus ils vont avoir le réflexe. C'est ça aussi, c'est faire du lien entre... nous, c'est la partie théorique qu'on leur inculque à l'IFAS, mais il faut que tout ça, ils le mettent en pratique sur leur lieu de stage. Et des fois, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, je sais que j'ai eu hier un retour d'une équipe qui me disait l'élève... il a des connaissances, il a de très bonnes notes, les apports théoriques, il les a, mais alors par contre, il fait aucun lien et quand il est devant un patient, c'est la cata, quoi. Et à contrario, certains qui ont du mal avec la théorie, c'est un petit peu compliqué, mais par contre, devant un patient, ils font beaucoup plus de liens, ils ont cette observation, ils sont plus visuels et ils arrivent plus facilement à mettre en place un raisonnement clinique. Donc c'est aussi... c'est le travail, en tout cas de collaboration entre vous... les professionnels et nous sur et ça s'acquiert en théorie, quoi. En fait, c'est pas simple. Enfin, moi, je me rappelle à l'IFSI, je ne sais pas comment vous étiez, vous, à l'IFAS ou à l'IFSI, mais j'avais beaucoup de mal à faire ces liens-là entre le stage et les cours. Il y avait les cours, j'étais à fond, etc. Et quand j'étais en stage, j'étais à fond dans mes stages, mais j'arrivais pas à me rappeler. Ah oui, je dois monter un système d'aspiration. Ah j'ai jamais fait ça. J'arrivais pas à me dire, mais si, j'ai fait un TD sur l'aspiration en cours. J'étais tellement focalisée. Sauf que là, on avait 3 ans pour rectifier le tir. Et moi, je sais qu'en 2e année, ça allait un petit peu mieux. Puis en 3e année, ça roulait et j'arrivais à faire le lien. Alors que eux, ils ont que 11 mois de formation, 4 stages maintenant seulement. C'est pas évident. Et l'idée, c'est ça. Et nous, on leur rappelle ces choses-là. Par exemple, je sais plus, ils ont eu un exercice sur des questions sur la chirurgie, le pré- et le post-opératoire. Alors, ils disaient, mais moi, je suis jamais en chirurgie, je sais pas faire, etc. Et je leur disais, mais il y a 1 mois, rappelez-vous, vous avez eu un cas concret là-dessus, vous avez eu des heures à travailler ça en distanciel à la maison, on a fait une correction à l'IFAS, et là, mais oui, maintenant que vous le dites. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est de faire du lien entre ce que nous, on leur apprend à l'IFAS et comment ils peuvent mettre en pratique ça en stage avec vous, quoi. En tout cas, ce qui est super intéressant et enrichissant, c'est qu'ils ont chacun leur rythme et des fois, c'est 3 semaines avant la fin de la formation, bam, ça y est, ça s'est déclenché. Donc, c'est une vraie petite victoire pour nous. D'autres vont l'avoir très vite, mais c'est plus significatif pour certains sur la dernière période. Donc, c'est un vrai marathon. Hein, et le raisonnement clinique, cette habileté transversale, à un moment donné, elle va se déclencher. Donc, voilà, faut pas lâcher, puisqu'on est aussi en trait d'union avec vous et on sait que pour certains, c'est plus long. Des fois, ils vont pas être diplômés en juillet, ils vont jouer les prolongations et puis, bam, ça va revenir sur un dernier stage avec un accompagnement pédagogique plus soutenu. Mais on sait que quand on en parle entre nous, quand on voit cette compétence se traduire plus facilement, on se dit on n'a pas bossé ou passé du temps pour rien. Sachez que des fois, je vois les formateurs finir leur journée un peu la tête lourde parce qu'ils ont utilisé différentes méthodes pédagogiques. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on voulait rencontrer aussi des apprenants qui ont des troubles 10. Donc il faut aussi trouver d'autres accompagnements, des fragilités en santé mentale, c'est de plus en plus rencontré dans les situations. Donc on doit aussi accompagner tous ces profils. On parlait de l'attractivité, on a plus aussi de candidats qui ont un parcours fragilisé, des manquements et comment on fait avec vous les rencontrez des fois des situations disciplinaires compliquées et ça prend plus de place. Hein. Donc par contre on a quand même, comme le disait Michael Auger ce matin, on a une grosse partie, même si c'est une autre génération, ils ont des vraies valeurs, ils sont prêts à se projeter dans le soin et heureusement qu'ils sont là, puisque nous, ça nous donne de la motivation pour aller plus loin. Tout à fait. C'est vrai que les profils des apprenants ont changé et l'idée, c'est pas de les stigmatiser ou se dire mais non, il n'est pas fait pour ça ou il n'y arrivera jamais, c'est plutôt comment je peux lui apporter des choses, sur quel levier je peux appuyer pour qu'il puisse comprendre, faire des liens, l'accompagner au maximum. Donc effectivement, ça demande beaucoup plus de temps aux équipes et à nous, mais le résultat parfois est là.
il y a une révélation au bout d'un moment, ou alors ils reviennent l'année suivante et là, clac, et ben ça y est, ils ont enfin compris. Souvent ils nous remercient quand ils reviennent revalider des modules, ils disaient mais ouais, mais j'étais pas prêt quoi. Et là ça y est. Alors, comment on travaille le raisonnement clinique tout au long de l'année? Donc, par le module 1, les 7 temps qu'on vous a présentés. Donc, juste pour finir avec les 7 temps, le 7e temps, c'est un TP simulation où là, les élèves rentrent dans une chambre, il y a un patient, généralement joué par un formateur, un élève aide-soignant qui joue son propre rôle et qui va proposer quelque chose, comme tout à l'heure avec les joues rouges. Et après, nous débriefons sur comment ça se passe, qu'est-ce que je fais quand je rentre dans la chambre d'un patient, et on décortique tout. Pourquoi je frappe, pourquoi je dis bonjour, comment je me présente, qu'est-ce qui m'a interpellée quand je suis rentrée par rapport aux transmissions que j'ai eues, etc. En cours, donc, il y a des cas concrets à chaque module. Donc, les cas concrets, au minimum, on leur demande d'identifier les cibles et de les développer, les problèmes, les risques, et remplir un tableau CDA. Les travaux de groupe, donc au retour de stage, il est demandé aux élèves, à chaque élève, de venir avec une démarche de soins. Alors pas la démarche de soins qu'ils ont montrée au formateur et qui a été corrigée en encadrement clinique, ça ne nous intéresse pas, mais au contraire, une démarche de soins qu'il a faite en plus. L'idée, c'est qu'ils se mettent en groupe, qu'ils se les présentent les uns aux autres et qu'au sein du groupe, ils identifient la démarche de soins qui a le besoin d'être le plus retravaillée. Ça paraît stigmatisant comme ça, mais ça se passe très bien et c'est souvent l'élève qui est en difficulté qui va dire « Ah ouais, je vous écoute, mais en fait, moi, mon recueil, il n'est pas complet, je ne sais pas faire les tableaux. » Et là, après, il y a une restitution, non pas de la démarche de soins retravaillée, mais les élèves vont nous dire moi, j'ai progressé là-dedans, je me suis rendu compte que je ne savais pas où aller chercher les informations, mes collègues m'ont dit, et on a travaillé ensemble les cibles, et je comprends mieux maintenant. Souvent, l'apprentissage par les pairs est plus facile. Donc déjà, les remarques, elles sont mieux entendues, mieux comprises. Et puis, ils progressent ensemble. D'où l'idée aussi de mixer le groupe et pas de laisser tous les élèves qui ont des facilités ensemble et ceux qui s'en sortent le moins. Voilà, l'idée, c'est ça. Les analyses de pratiques professionnelles, ça c'est hyper important. On leur demande, donc dans le portfolio, il y a un endroit spécifiquement pour ça, c'est de relater une situation où ils se sont soit sentis en difficulté, soit qui a mal commencé et c'est bien terminé. Et l'idée, c'est pareil, en groupe, les élèves vont présenter chacun leur situation. Le formateur ou le groupe à voir va choisir une situation sur laquelle travailler. Et l'idée, c'est de trouver des pistes, des solutions, entre guillemets, qui pourraient être mises en place si cette situation était amenée à se reproduire. En stage, il y a les démarches de soins. Donc nous, à l'IFAS, on leur demande d'en faire au moins 2 au minimum sur chaque stage, qui est encadrement ou pas, mais qu'après, c'est en fonction du terrain de stage. Il y a des terrains de stage qui vont en demander 1 par semaine. Ils s'adaptent. On leur dit, vous faites ce qu'on vous demande. Certains sont en difficulté. Moi, là, sur la fin de formation, ils sont sur leur dernier stage. Ça fait 3 semaines qu'ils sont sur leur stage de 7 semaines de fin de formation. J'en ai encore 3, j'ai identifié en difficulté. Eux, je leur demande des démarches toutes les semaines. J'aurais dit, j'arrêterai au moment où vous aurez le niveau attendu et où je saurai que c'est OK. Et ce qui manque souvent, c'est les recherches personnelles au niveau des pathologies, des traitements. Et s'ils n'ont pas ces prérequis-là, ils n'arrivent pas à faire des liens. Voilà. Et après, ils sont adultes en formation, ils envoient les démarches de soins s'ils ne veulent pas ou pas. Moi, je relance. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'idée, c'est plus on en fait, plus c'est facile. Voilà. Les encadrements cliniques, donc au moins 2 par an par élève. Donc chaque élève est vu au moins 2 fois. S'il y a besoin, on va les voir plus. Certains sont vus sur les 4 stages. Parfois, certains sont vus 2 fois sur le même stage. Voilà, on se déplace, soit à la demande de l'équipe, soit éventuellement à la demande de l'élève, soit nous, quoi. Voilà, on a eu un encadrement clinique qui était plus que moyen. Un autre formateur va aller le voir sur le prochain stage. Donc l'encadrement clinique, c'est quoi? C'est un formateur qui va dans le service, qui questionne un peu l'équipe pour savoir comment ça se passe, qui questionne aussi sur le vécu de stage de l'élève. On travaille ensemble une démarche de soins qu'il a produite et ensuite un soin. Alors soit c'est directement dans la chambre, on va observer un soin à la demande de l'équipe ou de l'élève, voilà, il se sent en difficulté, il veut un retour, etc. Soit il nous décrit un soin étape par étape et on échange par rapport à ça. Et enfin, le travail avec des tuteurs de stage. Donc, dès qu'il y a des élèves qui sont en difficulté, nous, on vous invite évidemment à revenir vers nous. Donc, on a nos coordonnées sur les portfolios des élèves. On a généralement pris contact avec la cadre de santé pour poser une date d'encadrement. Donc, il y a un premier lien. Il y a également la réunion des tuteurs. On en fait 1 par an. On va essayer d'en mettre une 2e en place, où là, on invite tous les encadrants sur les terrains de stage. Donc, on envoie 200 courriers, pour vous dire à quel point on a beaucoup de terrain. Et tous ceux qui veulent venir viennent sur une demi-journée et on échange
sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Ça peut être avec des élèves, ça peut être à remplir remplir les feuilles d'évaluation de stage, etc. Et puis, parfois, on met en place des travaux de groupe où un groupe travaille sur l'accueil en stage, un autre sur le bilan mi-stage, etc. Les dernières modifications, comme vous avez pu le voir, acquis à améliorer. Voilà, on est passé en qualitatif, plus en quantitatif. On a des choses comme ça qui tombent. On a également vous allez entendre le terme de CEVAR, c'est une commission qui se passe à la fin où on invite 2 professionnels aides-soignants, donc vous, avec 2 formateurs et un directeur pour justement prendre tous les dossiers, mais on s'arrête un peu plus sur les dossiers où ils sont entre l'acquisition, la non-acquisition. Et donc, je rebondis là-dessus puisque c'est très important de vos appréciations. Hein, avec, soyez exhaustifs, précisez des choses, puisque nous, à la fin, ça nous permet de se dire c'est quand même fragile, parce qu'on s'appuie vraiment sur vos données. Et à partir de là, on dit non, c'est pas acquis, il va refaire un stage, il sera diplômé plus tard. Si on voit que c'est acquis, il y a une grande motivation, une posture professionnelle, quelqu'un qui a présenté son portfolio, qui est acteur de sa formation, on se dit ça va le faire. Hein, on va lui donner son diplôme, il a répondu aux attendus. Et là, on penche ensemble sur une acquisition. Et ça, c'est nouveau depuis cette année. Donc la réunion des tuteurs, on vous donne aussi la partition, l'actualité. Et on apprend aussi beaucoup de vous et on essaye de s'ajuster. Allez, il nous reste quelques minutes pour que Cécile nous présente un autre chemin pour arriver au raisonnement clinique. C'est ça, c'est une autre approche pour le raisonnement clinique, donc un petit peu plus, on va dire, ludique, visuel, par l'art. Voilà. On propose à nos élèves donc, de choisir une œuvre d'art. Donc là, moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous allez me dire comme ça à quoi ça vous fait appel. C'est une art abstraite, hein, bien sûr. Ça te fait penser à quoi? Et en fait... un de tes dessins, Camille, je sais Ah pas. Merci, parce que vous allez voir, c'est une bonne référence. Mathis, je vais me comparer à Mathis. Exactement. Merci Cécile. Alors, par contre, si vous savez, si vous le connaissez, ne dites pas aux autres, mais en fait... Malgré l'aide méthodologique, souvent, certains élèves sont un petit peu perdus et le processus du raisonnement clinique, il est parfois compliqué à amener. Et donc, c'est pour ça qu'on les amène aussi, des fois, par l'observation et puis par l'observation d'œuvres d'art à raisonner, en tout cas. Ils s'en sentent capables, ça les valorise également. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est des morceaux de papier, de couleur, sur un fond blanc. Alors, peut-être que vous avez une idée en tête, mais je vous laisse comme ça 2 secondes. Mais... C'est quoi? Une chambre avec un patient au milieu, oui. Je pense que c'est un peu la déformation professionnelle. Donc là, forcément, c'est autour du soin. Oui, Alors, pas du tout. Donc, c'est une œuvre de Matisse, effectivement. Et en fait, elle s'appelle l'escargot. Donc, ça représente un escargot. Et cette œuvre-là, pour lui, l'escargot représente la continuité de la vie, le processus cyclique de la nature, etc. Donc, il y a quand même... quelque chose de poussé derrière. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réalisé cette œuvre-là une année avant sa mort. Et en fait, il était limité physiquement, donc il s'est mis à adopter une nouvelle technique, qui est donc la découpe et le collage. Donc c'était une technique novatrice, en tout cas, à l'époque. Voilà, c'est une autre approche, en tout cas, du raisonnement clinique. L'idée, en fait, c'est de proposer à nos élèves d'aller visiter une galerie d'art, de les mettre face à une œuvre qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune information dessus, de l'observer et de nous relater ce qu'ils pensent, ce qu'ils interprètent, etc. Et ensuite, un guide vient devant l'œuvre et leur explique qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il a cherché à faire passer comme message, etc. Et c'est le parallèle avec, vous entrez dans une chambre de patient, vous n'avez aucune information, vous n'avez que vos 5 sens. Qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que j'interprète, qu'est-ce que je vois. Et après, je rentre dans la chambre de ce même patient avec les transmissions orales que j'ai eues, les informations, le dossier patient, le recueil de données que j'ai rempli, mon projet de soins, etc. Et on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les informations. Voilà, c'est pour essayer de leur faire un déclic sur l'importance d'aller chercher les infos et pour être encore plus pertinent dans la prise en soin de patients. D'où votre remarque qui est très pertinente, puisque effectivement, ça peut être la chambre du patient. On s'arrête là, et l'œuvre d'art, quand on la travaille plus, qu'on va plus en profondeur dans l'observation,
on rentre dans le raisonnement clinique. Et ensuite, le petit parallèle pour aller vers la conclusion, c'est que ce n'est pas une méthode qui s'applique froidement, on fait du raisonnement clinique, c'est la réflexivité, c'est-à-dire en situation. Je ne vais pas appliquer une partition comme ça et je vais faire tous les jours. Il y a toujours la situation qui nous amène à prendre cette hauteur de vue, donner du sens dans nos actions et on l'espère, rendre attractif la fonction d'aide-soignant. Et c'est aussi nous amener, on a une vision personnelle enfin, de ce que l'on voit en tout cas, et puis de ce que l'on perçoit. Et c'est un petit peu ça le but du raisonnement clinique, c'est d'individualiser et de personnaliser les soins auprès de nos patients. Voilà, pour arriver jusqu'au raisonnement clinique partagé, puisque les méthodes sont utilisées chez les infirmiers, aussi chez les médecins. Donc vous n'avez plus à être en troisième ligne. Vous êtes maintenant en première ligne sur la participation des données, sur les transmissions orales. C'est pas facile hein, quand vous commencez en tant qu'aide-soignant ou élève aide-soignant de prendre la parole devant un groupe quand il y a des médecins, des internes, des infirmiers. Mais voilà, muscler en tout cas ce raisonnement clinique. Vos données, elles sont ultra pertinentes. Moi, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont dit mais si seulement elles pouvaient plus être à l'aise dans les transmissions, toutes les données qu'elles nous rapportent, elles sont fondamentales pour arriver au juste diagnostic. Donc, ne restez pas en retrait, soyez vraiment dans cette capacité A, et c'est ce qui va valoriser le métier d'aide-soignant. Alors, pour ne pas conclure, mais plutôt ouvrir le champ des possibles, vous avez bien vu que le raisonnement clinique, la définition est assez complexe, mais dans nos recherches, on a vu que quand même il y a des équipes qui se sont mises autour de la table et on est arrivé, je vais passer très vite pour conclure, et arriver au raisonnement clinique aide-soignant. Alors, je vais vous la lire puisqu'elle est longue, mais elle est très compréhensible. C'est-à-dire que c'est la réflexion continue de ce professionnel sur son activité avant, pendant et après les soins, qui lui permet de personnaliser et d'adapter ses soins et sa communication, de repérer les risques, de collaborer à l'élaboration des diagnostics infirmiers, de s'inscrire dans le projet de soins interprofessionnels en donnant du sens à ses actes, d'alerter en cas d'aggravation de la situation et de transmettre par écrit et oral les informations pertinentes. Le raisonnement clinique de l'AS permet donc d'entrer dans ce que j'ai dit, le raisonnement clinique partagé. Donc on mettra un point, on pourrait avoir plein de choses à se dire, mais on a voilà, la contrainte du temps. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est grâce à vous aussi qu'on arrive à défendre les valeurs du métier, le raisonnement clinique, et à avancer ensemble sur le sujet. On a besoin de vous aussi dans les IFAS parce que vous pouvez venir intervenir sur des séquences pédagogiques. Vous avez des super exemples. C'est très parlant pour les élèves. Souvent, c'est les cours aussi qu'ils apprécient beaucoup. Donc, les portes sont ouvertes. Hein, et encore une fois, vous pouvez revenir vers nous. On va vous laisser donc, nos coordonnées. Mais il y a aussi l'IFSO qui est là. On travaille ensemble aussi avec la Croix-Rouge. Et on n'a qu'un but commun, c'est voilà, de diplômer des futurs professionnels épanouis et motivés. On sait qu'il y a des fragilités. On n'est pas complètement hors sol. Mais si on ne mise pas sur le verre à moitié plein, on ne serait pas là aujourd'hui et vous non plus. Donc merci beaucoup. Merci à Cécile et à Florence et au chef de nous avoir invités et à Nathalie Renou. Donc bien sûr, on peut prendre quelques questions, on peut échanger, mais j'espère qu'en tout cas que ça vous a apporté une petite pierre à votre édifice du raisonnement clinique. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est... Il y a une petite pause. Alors, soyez simple, hein, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avez le temps d'en parler entre vous du raisonnement clinique ou c'est des fois des temps qui sont proposés où ça manque un peu et vous aimeriez justement peut-être échanger plus avec ça, avec l'encadrement pour permettre, où on peut peut-être se poser la question si les formateurs, au moment on peut plus venir se déplacer dans les services. Voilà, je vous laisse, je vous fais passer. Est-ce que vous pensiez que tout ça a été fait à l'IFAS avant le premier stage, par exemple? Est-ce que vous pensiez qu'on abordait le raisonnement clinique de cette façon? Vous ne saviez pas? Non. Est-ce que ça vous semble cohérent avec ce qui est fait dans les services ou pas? Est-ce que... Ouais. Ok. C'est pas facile. Hein.
Et en même temps, comment pouvez-vous savoir qu'il s'y intéresse pas? Parce que parfois, c'est l'interprétation qu'on a. C'est quelqu'un qui a le visage fermé, qui va pas bien. Et en fait, derrière, nous, on a des élèves qui viennent de plus en plus avec des grosses problématiques financières, sociales, qui font que ça a un impact aussi sur leur formation, que c'est compliqué. Mais oui, ça, c'est un exercice très, très dur. Mais derrière, il faut voir vraiment l'intérêt de la formation, parce que sinon, ce sont des personnes qui évolueront pas et qui seront dans le mimétisme constamment et qui se poseront pas de questions. Alors que si vous embêtez un peu à décortiquer tout, déjà pour vous, ça vous fait remettre du sens sur ce que vous faites. Ah ouais, mais en fait, je fais ça, je te dis ça, mais maintenant que je le dis, en fait, ça n'a pas d'intérêt, par exemple. Oui, en fait, lui, ça va l'aider aussi à faire des liens, parce que sinon, il ne comprend pas ce qu'il fait. Parce que, comme vous dites, pour vous, c'est un automatisme, mais pour en arriver là, il a fallu que beaucoup de théorie, beaucoup d'apports, beaucoup d'expertise. Donc, c'est aussi ça qui est important et que vous devez amener à vos élèves, en tout cas. Quand on a des élèves, souvent, moi je reviens en arrière et je pose la question, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Qu'est-ce que toi, dans cette situation-là, c'est bien, c'est la pédagogie inversée. Très bien. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Comment Tout à fait. Ouais, le questionner sur... Et puis, quelle intention il avait en entrant dans la chambre, parce que parfois, son intention à lui, elle n'est pas la même que la vôtre, quoi. Donc lui, par exemple, vous venez pour l'accompagner à un soin d'hygiène, et peut-être que lui, son intention, c'est la formatrice, il y a quelques jours, elle est passée et elle m'a dit que je ne savais pas faire mes frictions hydroalcooliques au bon moment. Et du coup, son intention à lui, il va être concentré là-dessus, parce que c'est difficile de penser à toutes les compétences différentes, donc il va être monotache, il va dire, alors maintenant j'y pense, il faut que je fasse avant de toucher le patient. Et vous allez être dans le soin, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il fait plein de frictions, mais à quoi il pense? Et puis il n'avance pas, et puis il est là. Vous voyez, donc c'est intéressant aussi de lui poser la question. Et souvent, quand nous, on interprète, même moi, j'interprète des choses, je me dis, oh, c'était la cata, le soin. Et quand je lui pose des questions et tout ça, je dis, ah mais ouais, mais non, mais c'est pas idiot. Mais évidemment, vu les choses sous cet angle-là, bien sûr, j'aurais fait la même chose. Ouais, toujours. Et ils sont souvent très durs avec eux-mêmes. Ou alors, ils passent totalement à côté. Ou alors, ils nous disent, je pensais que vous n'aviez pas vu que j'avais fait cette bourde. Ah, merci. Ou alors ils sont très sur deux, trop sur deux même. Il y a de tout. Il y a ça. Et c'est ça qui est rigolo. Ou alors ils vont nous dire mais plein de choses que je n'avais même pas vues. Je dis d'accord, disons vous avez un œil hyper critique sur vous-même, moi je n'ai rien vu. Ouais. Et c'est riche, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme avec les patients, il y a une richesse, une diversité. Là, avec les élèves, oui. Et ils demandent, et ça ne va pas aller en s'améliorant cette année, je pense non plus, vu le manque de candidats qu'on a, mais ça demande plus d'accompagnement, mais il ne faut pas lâcher si on est persuadé, pour moi, que les valeurs et les bases sont là. Après, si vous voyez qu'il n'y a pas d'empathie, de bienveillance, des choses, des qualités humaines qui sont présentes, ouais, effectivement, là, ça peut poser question pour la suite. Mais sinon, tout ce qui est technicité, dextérité, ça s'acquiert avec l'expérience. Enfin, je ne suis pas inquiète par rapport à ça, en tout cas. Vous avez combien de places, là On a une centaine de places sur l'IFAS du CHU de Brest et on a eu 140 ou 150 dossiers. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée il y a 7 ans, on avait 70 places, 800 candidats. Là, on a eu, depuis le Covid, 20% d'augmentation presque tous les ans. Donc, on arrive à une centaine de candidats pour 130 dossiers, quoi. Donc, effectivement, auparavant, vous ne rentriez pas avec moins de 19 de moyenne. Là, ils rentrent, ils ont 10, quoi. Donc, effectivement, on sait que ça demande plus de travail, plus d'accompagnement, mais il faut y croire, quoi. J'ai croisé un ami la semaine dernière, rassurez-vous, il a exactement les mêmes problèmes que nous en BTS électronique. Donc je me dis, je me suis senti moins seul, on porte tous notre croix. On travaille avec l'humain, mais c'était juste en termes de pédagogie où des fois on se dit, on est dans notre couloir de nage et on sait que il avait des maux de tête en sortant en disant mais j'ai utilisé toutes les méthodes, je leur ai expliqué 15 fois, ils n'arrivent pas à se concentrer 3 minutes et on se disait nous on est aussi confrontés à ça, donc on essaye de se former, de développer d'autres et des fois on accepte de ne pas réussir, mais il y en a une grosse partie qui quand même suit l'objectif et ça nous tient, mais voilà, on n'est pas en zone de confort avec tous les élèves, mais on apprend sur nous et sur eux. Je crois que c'est la pause. Je ne sais pas s'il y a des petits fours et tout ça. En tout cas, merci beaucoup. À tout de suite.